Hey, si ce format de podcast vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Toi, tu seras informé de chaque nouvelle vidéo et nous, ça nous fait plaisir. Bisous! En franc-maçonnerie, les symboles, ils sont pas, univoques, ils sont équivoques. Mhm. C'est-à-dire, ils ont une multitude de définitions. Si quelqu'un qui est issu d'extrême droite ne peut pas rentrer en franc-maçonnerie. Voilà. Mhm. Et si malgré tout il y rentre, et qu'on le découvre, il sera exclu dans la franc-maçonnerie. Voilà, Ouais. mais c'est pour ça qu'il faut aussi, déconstruire tout ça et pas se dire: «Oh là là, le pouvoir et la politique, quand on est franc-maçon, on va avoir accès à la politique». Pas du tout. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Salut, c'est Vivant la nuit. Ce soir, je te fais rencontrer un milieu qu'on est beaucoup à mal connaître ou à penser qu'on le connaît parce qu'on a vu grosso modo 4 vidéos YouTube plus ou moins complotistes sur les bords. Je te présente aujourd'hui Jérémy qui m'a raconté avec une grande simplicité ce qu'est la franc-maçonnerie, confrérie dans laquelle il est engagé depuis plusieurs années. Il a accepté d'être interviewé mais à visage caché, il va t'expliquer pourquoi. Ceux qui nous regardent sur YouTube, je serai en audio uniquement aussi parce que c'était férié, que j'étais pas dans mon studio et je dois bien avouer que j'en ai profité pour juste enregistrer en jogging et en pull moumoute. Jérémy me parle histoire beaucoup, sémantique aussi et symbolisme. C'est un podcast un peu plus axé culture que témoignage, mais Jérémy est tellement passionné par ce qu'il raconte qu'il rend son propos hyper accessible et très intéressant pour tous. Si tu es intéressé par le mysticisme, les rites et les sacrifices humains, je sais pas si tu vas trouver ton bonheur. Enfin, peut-être qu'à la fin... Bon, tu verras. En tout cas, je te laisse avec la franc-maçonnerie expliquée par un franc-maçon. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want. Bonjour Jérémy, Bonjour Dorian. comment vas-tu? Eh ben, écoute, à merveille. Et toi-même? Ça va très bien, je te remercie. On est ensemble aujourd'hui, en ce jour férié. Merci de t'être libéré pour qu'on puisse avoir cet échange-là autour de la franc-maçonnerie, Oui, avec plaisir. qui sera du coup une introduction à la franc-maçonnerie parce que beaucoup de ramifications et beaucoup de sujets peuvent être développés sur le thème de la franc-maçonnerie. On va faire un condensé qui sera donc une introduction. On sait pourquoi on rentrera pas forcément dans des ultra détails. Si ces détails-là nous sont demandés après l'écoute de ce podcast par nos auditeurs, je serais ravie de te réinviter si tu es OK pour traiter des problématiques un petit peu plus précises. Avec plaisir, pas de problème. Mmh. Alors aujourd'hui, du coup, on a discuté ensemble en préparant ce podcast du fait que tu préférais, témoigner à visage caché entre guillemets. Alors si on peut dire témoigner, plutôt expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie à visage caché. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Oui, bon, ça c'est un petit peu évident. Il y a plein de théories de complot qui circulent un petit peu partout. Et même si j'adore parler de franc-maçonnerie, c'est pas une difficulté pour moi. J'évite de trop m'exposer pour que quelques risques éventuels qui peut arriver, hein. On a il y a quelque temps, on avait un grand maître, il sort il y a quelques années, il sort du bâtiment à la 16 rue Cadet à Paris et Mmh. il se fait agresser par une fois à la coup de marteau, parce qu'il l'avait reconnu. Donc, Mmh. donc voilà, il y a eu des prêtres qui ont été, qui ont perdu leur mandat, j'ai envie de dire, leur ministère, Mmh. parce qu'on a découvert qu'ils étaient francs-maçons. Il y a eu, là, pendant les gilets jaunes, on a eu, notamment à Tarbes, un groupe de gilets jaunes dissidents après la manif, est sorti et était saccagé le temple de Tarbes, Mmh. voilà. Ou encore en janvier, notre ancien grand maître, parce que je suis membre du Grand Orient de France, Mmh. notre ancien grand maître qui venait de finir son mandat. Il y a sa loge qui était menacée par un groupe de néo-nazis qui a été dissous quelques jours avant de commettre un attentat. Donc, si tu veux, voilà, c'est une prudence élémentaire de Mmh. base parce qu'on ne sait jamais sur les réseaux sociaux ce qui peut arriver. Mmh. Donc, voilà, soyons prudents sans outre mesure, mais pour éviter ce genre de problème complotiste. Ouais, OK. Dans ta vie de tous les jours également, alors je sais qu'il y a
toute une tendance sur le fait de dire qu'on ne dit pas par principe qu'on est franc-maçon, etc. En fait, je crois que c'est plutôt qu'on ne parle pas de la part de quelqu'un d'autre, on ne dit pas que cette personne-là est franc-maçonne, à moins qu'elle ait décidé de le dire. Est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours aussi, tu évites de le dire à tout le monde? Oh, je le dis assez facilement. Après, il y a des gens dans l'univers professionnel qui peuvent le savoir, d'autres qui ne le savent pas. Il y a Mmh. des amis à qui je le dis, d'autres que je ne le dis pas. Voilà, ça va dépendre des gens. Mais c'est Mmh. comme si on a une religion, c'est comme si on a on ne parle pas de politique non plus avec tout le monde. Ouais, Voilà, bien même si sûr. on est à appartenance, ça fait partie de la même chose, quoi. C'est de Mmh. l'intimité. Mais si on ne le dit pas de quelqu'un d'autre, c'est surtout pour respecter sa liberté de conscience. C'est à lui ou à elle de le dire si elle veut le dire, et si elle ne veut pas le dire, c'est son droit le plus strict. Voilà, on Mmh. n'a pas intérêt. Ouais. Mais soi-même, on est libre de dire qu'on est franc-maçon ou qu'on ne l'est pas. Il n'y a pas de difficulté à ça. Mmh. Alors du coup, tout à l'heure, tu parlais de grands maîtres, etc. On va raconter un petit peu quelles sont les strates un petit peu plus tard dans ce podcast-là. Pour introduire largement la franc-maçonnerie, ce que j'aimerais faire, c'est te lire la définition Wikipédia et que tu me racontes ce que tu en penses. Ok? Mhm. La définition Wikipédia dit: le terme franc-maçonnerie désigne un ensemble d'espaces de sociabilité sélectifs qui recrutent leurs membres par cooptation et pratiquent des rites initiatiques se référant à un secret maçonnique et à l'art de bâtir. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Je dirais qu'il n'y a pas que la cooptation. On peut en faire une candidature spontanée à une obédience de son choix pour dire qu'on veut. Donc, il n'y a pas que la cooptation comme moyen d'y rentrer. Mhm. Voilà. Il faudra définir le mot secret parce que c'est un principe initiatique, la franc-maçonnerie. C'est ça qu'il faut considérer. Et Mhm. un principe initiatique, c'est qu'on va découvrir des choses au fur et à mesure du parcours. Mhm. Donc, si on sait tout dès le départ, c'est plus intéressant, on n'a plus envie d'aller voir la suite. C'est comme si on dit, par exemple, oh, il y a un film super au cinéma, il faut vraiment que tu ailles le voir, Dorian, il est génial. Et puis en plus, tu sais, à la fin, ils meurent tous. Bon, Dommage. dommage, je t'ai spoilé la fin du film, Ouais. donc tu vas peut-être pas vouloir aller le voir, ce film. Donc, Mm. c'est pour pas te spoiler la fin du film, c'est aussi la capacité de te dire, voilà, prends cette démarche initiatique éventuellement si elle t'intéresse, et puis continuer à apprendre au fur et à mesure des choses pour pouvoir t'interroger et progresser, quoi. Sinon, Mm. sur le reste de la définition Wikipédia, elle est pas mal. Ouais. Espace de sociabilité sélectif, ça rentre du coup dans l'idée de ce dont on parlera, je pense, un petit peu tout à l'heure, la démarche de candidature. Ça fait appel Oui, à parce ça que selon toi? l'espace de sociabilité, c'est ça. En fait, si tu veux, la franc-maçonnerie, ça naît depuis 3 siècles. Tu Mhm. vois, on va garder la date symbolique de 1717. Pourquoi Ok. 1717? Parce que si tu veux, on a 4 loges qui se réunissent à Londres pour créer la première obédience. Mhm. Bon, 1717, par les historiens aujourd'hui, peut être un peu contesté, donc ça serait peut-être 1721 ou 1717. Enfin, qu'importe, ça c'est du débat d'historiens, c'est pas très intéressant en tant que tel pour nous à ce stade. Mhm. Si tu veux, c'est de se dire que pour qu'il y ait 4 loges qui se réunissent pour créer la première obédience, une loge étant un rassemblement de francs-maçons et une obédience un rassemblement de loges, tout simplement, il faut qu'elles existent depuis un petit peu avant. Donc ça existe depuis fin des années 1600, début des années 1700, globalement. Voilà, on a des premières loges qui se réunissent voilà, pour créer cette obédience. Alors, il faut voir pourquoi ça se crée aussi, pourquoi ils ont besoin de ce côté sociabilité, justement, les francs-maçons, pour se Mhm. rencontrer et pour se voir. Parce que déjà, il y a des problèmes énormes à cette époque-là en Angleterre. Il y a des guerres de religion entre Mhm. les catholiques, les protestants, les anglicans, enfin voilà. Ouais. Tout ce bon monde-là s'entretue, donc c'est Mhm. violent. Ouais. Mais il y a des guerres aussi de dynastie. Donc il y a les stuartistes d'un côté, les hanovriens de l'autre. Mhm. Les stuartistes, grosso modo, c'est plutôt monarchie absolue de droit divin catho. D'accord. Voilà. Et les hanovriens, c'est plutôt les protestants, version monarchie parlementaire. Voilà. Et donc, Mhm. ces gens-là s'entretuent aussi allègrement. Mhm. Et donc, on se dit, mais comment on va faire pour se parler tranquillement, en se posant et tout ça? Donc, on décide de réactiver les loges opératives qui existaient à l'époque médiévale, qui Mhm. étaient des loges de bâtisseurs, de maçons réels qui fabriquaient vraiment des bâtiments, la construction des cathédrales, qui étaient complètement déclin à ce moment-là, et se Mhm. dire, tiens, on va réactiver ça, on va les remettre, on va passer d'une maçonnerie qu'on appelait opérative, donc opéra, l'œuvre qui Mhm. construit, à la maçonnerie dite de spéculatif, où là, on va D'accord. observer, on va
essayer de réfléchir, construire ensemble. Et l'idée, c'est en gros se réunir dans une taverne entre potes et boire un coup, et faire un peu de rituel. Mais c'est ça la maçonnerie à la base. Hein. Ouais. Faut remettre dans le contexte. Donc voilà, donc ce sont des notables, des bourgeois, des nobles qui se font plaisir en se réunissant. Parce que l'innovation à l'époque extraordinaire, c'est de se dire pourquoi on a besoin de ce cercle de sociabilité. Parce que avant, il fallait, si le roi était catholique, il fallait être catholique. Si le roi était protestant, il fallait être protestant. Ouais. Et là, l'innovation de force qui est mise en franc-maçonnerie, c'est qu'on a le droit d'avoir une croyance en Dieu différente que celle du roi. C'était révolutionnaire pour l'époque. Voilà, il faut se remettre en place. Voilà, alors aujourd'hui, alors c'est sûr qu'à l'époque, il fallait absolument croire en Dieu, il fallait absolument être un homme voilà, pour être franc-maçon. Ouais. Aujourd'hui, les choses ont heureusement beaucoup changé. Aujourd'hui, on peut être croyant comme on peut être athée, comme on peut être polythéiste ou monothéiste, il n'y a pas de difficulté. On peut être une femme et être franc-maçon. Enfin voilà, ça, forcément, en 3 siècles, il y a eu de l'évolution. Oui. Mais voilà, c'est un peu la base de là où ça part, quoi. Ok. En parlant du coup de l'aspect un petit peu historique de la franc-maçonnerie, tu es guide au musée de la franc-maçonnerie à Paris. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est l'objectif de ce musée? Alors, c'est un musée de France déjà, donc c'est important. C'est un agrément par le ministère de la Culture, un musée de France. Et donc, c'est un musée, j'ai envie de dire, comme un autre, qui peut être visité par tout le monde. Il ne faut pas être forcément franc-maçon pour le visiter, on peut y aller. Et donc, l'idée, c'est de découvrir des collections, un patrimoine, des éléments de décor, expliquer ce que c'est un peu la franc-maçonnerie, expliquer, retrouver par exemple le tablier de Voltaire, qui était franc-maçon sur la fin de sa vie, ou l'épée maçonnique de Lafayette, parce que lui aussi était franc-maçon. Voilà, et montrer un peu quelques éléments d'histoire, comme quoi ça a un peu endigué plein de choses, plein de choses dans la vie de tous les jours, mais ça fait c'est une partie composante de l'histoire qui est intéressante à savoir, quoi. Et puis on l'ignore trop souvent. Donc voilà, j'ai envie de dire, comme beaucoup de musées, c'est pour faire œuvre pédagogique, éducatif, culturelle, et découvrir plein de choses comme ça. Tu as beaucoup Voilà. de personnes qui viennent visiter ce musée et qui du coup ne sont pas du tout franc-maçonnes? Oh oui, énormément, Ouais. énormément. Et tant D'accord. mieux, voilà. Oui, on fait des visites guidées, si tu veux, tous les samedis à 14h30 et 16h, et les dimanches à 14h30. Donc voilà, bon, à part en fonction des Covid et tout ça, mais n'importe qui peut s'inscrire et venir au musée de la franc-maçonnerie. N'importe qui peut aller sur Internet pour prendre contact, réserver les places, c'est pas difficile. Puis c'est un musée qui est ouvert du mardi au dimanche, donc au-delà des visites guidées. Alors les visites guidées, c'est intéressant parce qu'on peut visiter les temples aussi, on a un conférencier avec qui parler, mais bon, on peut aussi venir soi-même et regarder les œuvres et tout, et c'est déjà fort intéressant. En plus, on a des expositions temporaires de temps en temps, donc c'est bien sympathique. Du coup, pour rester un petit peu sur le domaine historique, quand on préparait ce podcast, tu m'as dit j'ai des anecdotes à te raconter sur le plan historique et je te les réserve pour l'enregistrement. Est-ce que tu peux m'en raconter quelques-unes? Oh, il y en a plein sur l'histoire de la franc-maçonnerie, des anecdotes. Alors, une anecdote, donc ça se réunissait dans des arrière-salles de taverne, les francs-maçons. Donc, tiens, c'est rigolo. Donc, on n'était pas dans des beaux temples et tout ça. Donc, déjà, il y avait des moments, on se dit, mais pourquoi finalement il y a des gens qui ont eu besoin de se réunir en obédience? Pourquoi des simples loges n'étaient pas suffisantes? Alors, si tu veux, à l'époque médiévale, quand on avait de la maçonnerie qui était là opérative, on n'est pas dans la franc-maçonnerie du tout, on avait des gens qui faisaient passer des troncs pendant les cérémonies. Parce qu'il faut voir que tous les corps de métier étaient ritualisés. D'accord. Toutes les corporations, il y avait ce fonctionnement-là. Et donc, il y avait une passage d'un tronc à chaque cérémonie pour récupérer les oboles des uns et des autres. Parce que ça permettait d'avoir un petit peu de sous si quelqu'un avait un accident de chantier ou s'il y avait un problème, un deuil ou tout ça. Il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque. Et donc, l'idée de certains à vouloir créer cette première obédience vers 1717 ou 1721, qu'importe, c'était de se dire, on va réunir les troncs des différentes loges pour aider beaucoup plus facilement financièrement quelqu'un qui est en situation difficile ou en précarité. Alors, la petite blague, c'est que du coup, certains ont antidaté l'or
leur date D'entrée. d'arrivée en franc-maçonnerie, dont le premier grand maître de l'ordre, D'accord. pour pouvoir bénéficier du tronc de la veuve. On appelle Oups. ça. Voilà. Donc, oups, voilà, bon, c'est les petites blagues de l'histoire là-dessus. Voilà. Ou alors, par exemple, dans les temples maçonniques, alors, autre anecdote, on a la colonne J et la colonne B. Mhm. Et voilà, donc c'est des éléments de symbolique. Et alors, on se demande pourquoi il y a plusieurs rites en franc-maçonnerie. Au rite français, ils sont dans un sens, et dans le rite écossais ancien et accepté, ils sont dans un autre sens, les D'accord. colonnes. Voilà. Ok. C'est bizarre, pourquoi? Ouais. Il y a eu des conflits, des débats, des discussions à n'en plus finir sur l'aspect historique de pourquoi ces colonnes sont comme ça. On a essayé de reprendre l'imaginaire parce que symboliquement, nous serions dans le temple de Salomon, donc c'était les noms des colonnes à l'ouverture du temple qui Mhm. accueillait, auprès desquels les ouvriers touchaient leur salaire après la journée de travail. D'accord. Bon, voilà. Et on se dit, mais pourquoi ce J et ce B? Et en fait, on l'a su grâce au service secret britannique. D'accord. Voilà, truc de fou. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a 3 siècles, il n'y avait pas des routes, il n'y avait pas de voitures comme ça. Ouais. Et il y avait des calèches un petit peu partout qui circulaient. Et ces calèches, ils s'arrêtaient parfois dans des relais de poste pour faire le ravitaillement, changer les chevaux et autres. Mhm. Et il y avait quelqu'un qui avait tout dévoilé ce qui se passait en franc-maçonnerie dans les publications, les petits journaux qu'il y avait dans ces relais de poste. Ouais. Donc il y avait tout le détail, il y avait tout le rituel. Donc ils se sont dit, à l'époque, tout le monde était rassemblé par cette obédience en Angleterre, là, ce qu'on appelle aujourd'hui Grande Logique d'Angleterre. Mhm. Et ils se disent, oh là là, mais n'importe qui va pouvoir se présenter en franc-maçonnerie, dire qu'il est franc-maçon, et comme il connaîtra tout, Le prouver en on racontant ce va- qui s'y passe. Ouais. voilà, on va tout savoir, on sera plus, on pourra plus faire les choses tranquillement entre nous. Mhm. Alors ils ont eu l'idée de dire, on va inverser les colonnes des temples. Comme ça, si on cherche le J et le B, eh ben, la personne qui va pouvoir venir, elle ne va pas le savoir, hein, parce qu'on l'a fait après, et on va pouvoir la débusquer. D'accord. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, Ok. ils décident d'intervertir les colonnes. Mhm. Ça dure un certain temps. Alors, ils en débusquent quelques-uns, effectivement, mais il faut voir que l'information, elle ne passe pas très vite. Ouais. On n'a pas des systèmes de communication aussi énormes qu'aujourd'hui. Mhm. Et puis après, à un moment donné, ils se disent, bon, ça suffit bien, on va les remettre dans l'autre sens. Alors, les gens, ils ne comprennent plus. Là, je dis, oh, on ne va pas faire que ça, les bouger, les changer, etc. Tant et si bien qu'on a perdu aujourd'hui toute trace historique de savoir comment étaient les colonnes à la base. Donc, Ah, c'est pour ça d'accord. que… Voilà, donc c'est ça, les anecdotes de l'histoire, c'est rigolo. Donc, tu vas avoir pour le rite français les colonnes dans une position, Ouais. et dans le rite écossais ancien accepté, dans une autre position. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une petite anecdote. Et c'est grâce aux recherches d'un des agents du service secret britannique qui a fait des recherches historiques là-dessus, qui a pu découvrir le poteau rose et pourquoi. D'accord. pourquoi c'était… Pas forcément quel était le bon agencement, mais en tout cas, pourquoi il avait été changé. Et oui, oui, voilà. Et pourquoi et quel était l'agencement d'origine? Eh ben, on ne le Mhm. sait plus. Donc, voilà. D'accord. Voilà pour les petites anecdotes historiques rigolotes. Voilà. D'accord, ouais, Notamment, un il y en a peu tellement. fondateur en plus. Enfin, fondateur, peut-être même pas, parce que c'était vers le début, mais Mhm. pareil, hein, en 1723, ils décident de faire les constitutions Anderson pour sanctuariser la pratique, pour se dire bah, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mhm. Voilà, donc, voilà, mais si tu veux, ce qu'il faut savoir, c'est que la maçonnerie est diverse, et c'est ça toute sa richesse, et on peut Mhm. avoir plein de rites et plein de façons de travailler différents en franc-maçonnerie, Ouais. mais c'est une énorme richesse pour pouvoir s'enrichir. Et qu'importe qui est né en premier, ce qui est Oui, important, c'est de travailler maintenant, quoi, finalement. Donc, d'accord. Ouais, je comprends. En parlant du coup de l'aspect diversité et la richesse par la diversité, on a du coup la diversité, on a la solidarité dont tu parlais tout à l'heure avec la première, entre guillemets, pré-forme de sécurité sociale qui avait été exactement. mise en place par Mm. la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme valeur franc-maçonnique? Alors, j'ai envie de dire, on va retrouver souvent le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Donc, Mhm. c'est vraiment important. Qui est plus Euh, respecté selon toi que dans la société civile, entre guillemets? Bah, ça va dépendre où, mais si tu veux, j'ai envie de dire, historiquement, la démocratie, elle est née où, entre guillemets, avant que les sociétés deviennent démocratiques, à part la Grèce antique, hein, je ne parle Mhm. pas de ça, mais
dans les sociétés contemporaines, avant qu'elles puissent devenir démocratiques, le vote s'est fait dans les loges. Et c'est dans les loges qu'on élisait, alors pas au tout début, mais un peu après, son vénérable maître, qui est le président de l'association, grosso modo, qu'on élisait les choses, qu'on votait, les comptes rendus, qu'on votait tout un tas de choses. Et c'est là où les débats pouvaient se faire. Et donc ça, effectivement, ça endiguait cette question de fraternité, fraternité, frère, franc-maçonnerie, on la cultive, hein. Cette liberté de conscience, qui est cette liberté qui est absolue, parce qu'on ne peut pas être dans la tête de quelqu'un et lui dire ce qu'il faut qu'il pense, à part si on lui lave le cerveau, mais ça c'est encore autre chose. Sinon, Un autre domaine. il y a quand même ouais, c'est clair. On va éviter ça. Voilà. Et puis l'égalité, en franc-maçonnerie, on est sous l'égalité la plus parfaite les uns des autres. On a tous le même niveau. Alors certes, il y a les apprentis, les compagnons et les maîtres qui ont différents grades, parce que tout le monde n'est pas au même niveau à chaque instant et on progresse. Mais les gens sont quand même dans une égalité en étant égaux aux uns et aux autres à ce niveau-là. Et c'est ça qui est super important. D'ailleurs, Voilà. tu peux nous raconter un petit peu à quoi correspondent ces grades? Oui, bien sûr. Si tu veux, quand on rentre en franc-maçonnerie, au tout départ, on est apprenti. On est apprenti, on va avoir des gants blancs et on va avoir un tablier tout blanc avec la bavette relevée, la bavette du tablier pour protéger. Voilà. Et en tant qu'apprenti, on n'a pas le droit de prendre la parole. On écoute. Et toute sa durée d'apprentissage, on ne prendra pas la parole. Éventuellement, quand on doit plancher sur quelque chose, parce que faire une planche, c'est un terme de la franc-maçonnerie qui est rentré dans le langage courant. Bon, voilà. Donc, à part qu'on fait une planche, qu'on parle d'un sujet particulier, on va parler, mais sinon, on ne participe pas au débat du tout. Voilà. Et puis, on écoute ce qui se passe. Alors, à la fin, il y a le repas. Donc, alors, ils peuvent parler, heureusement, les apprentis ne sont pas essentiels, mais pendant toute la durée de la cérémonie, non. Parce qu'ils vont écouter, ils vont apprendre, ils vont construire. Et c'est important. Et puis après, ils vont passer compagnon. Donc là, en compagnon, ils vont pouvoir visiter ce qui se passe dans notre loge aussi. Et donc, ils vont avoir les tabliers toujours blancs. Mais là, mais maintenant, l'avantage du compagnon, c'est qu'il va pouvoir prendre la parole. Donc, au niveau de sa bavette, il va pouvoir tailler la bavette. Ok, d'accord. Voilà. Encore une expression maçonnique qui est rentrée. Voilà, c'est-à-dire qu'il a le droit de prendre la parole, il a le droit de discuter. Voilà, donc voilà. Et puis quand il a fini son temps de compagnon, il va devenir maître. Et puis là, il va pouvoir occuper différents offices dans la loge aussi. Voilà, donc voilà. Donc c'est pas la base globalement. Et la cérémonie, du coup, est administrée et régie par un maître, c'est ça? C'est lui qui propose un sujet, par exemple? Pas nécessairement, ça peut être les maçons qui proposent eux-mêmes des sujets, bien sûr en accord avec le vénérable maître. Le vénérable maître, encore une fois, c'est le président. Il va faire l'ordre du jour. Donc, il dit tiens, moi, j'aimerais plancher là-dessus. Est-ce que tu peux me préparer sur tel ou tel ordre du jour, tout ça? Oui, tu peux passer là. Voilà. Ou il peut y avoir aussi des loges qui font des fils rouges à l'année, de dire tiens, on va travailler sur ce thème-là toute l'année. Tiens, est-ce que les frères, sœurs, vous pouvez réfléchir sur ces thèmes et faire des planches là-dessus? Ça peut être des choses, quoi. Entre personnes, du coup, qui appartiennent à la franc-maçonnerie ou entre une personne qui y appartient et une personne qui n'y appartient pas, est-ce qu'on se demande les grades auxquels on est? Ou est-ce que c'est intime? On peut, oui, non, c'est pas plus intime que ça? intime. Non, parce que déjà, quand on est en loge, on le voit forcément en fonction du tablier qui est différent. On voit qu'il y a un compagnon qui met, donc il n'y a pas de difficulté. Hein. Après, quand on est dans la vie de tous les jours, on voit des gens, même moi, des fois, j'ai rencontré des gens, je ne savais pas qu'ils étaient francs-maçons, je dis ah, tu l'es, tiens, c'est rigolo. Mais après, pas forcément marqué sur le front comme la poste. Oui, j'imagine. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se déroule une session en loge? Alors là, tu as commencé à nous en donner une partie. Est-ce qu'il y a une autre partie que tu peux nous donner? Ou est-ce que tu penses que c'est suffisamment synthétisé? Si tu veux, ce qu'il faut dire, c'est qu'est-ce qu'on fait en loge finalement. En loge, on va travailler. Alors, il y a deux grandes orientations. On peut travailler sur des sujets symboliques. Bon, je te parlais des colonnes, la colonne J, ou le compas et l'équerre ou d'autres. Tiens, qu'est-ce que ça fait pour nous? Tiens, on va travailler des sujets, comment on l'interprète ce symbole? Parce que en franc-maçonnerie, les symboles, ils ne sont pas univoques, ils sont équivoques. C'est-à-dire, ils ont une multitude de définitions
Et justement, c'est aussi respecter la liberté de conscience de dire un symbole, c'est pas ça. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi ça, ça peut être aussi ça. Et tout est une question de point de vue. Et tous les points de vue que des frères et des sœurs qui vont pouvoir apporter, ça va éclairer le débat et ça va l'enrichir. Donc ça, c'est une façon de travailler, donc le symbolique, les sujets philosophiques et tout ça. Voilà. Et puis, il y a la partie sociétale. Qui pas dans toutes les obédiences aussi, mais qui existe et qui est importante, notamment en France, où on va travailler des sujets de société. Alors ça peut être la laïcité, la peine de mort, ça peut être j'ai lu un livre et je vais en parler, voilà, ça peut être n'importe quel sujet. Hein. Vraiment, moi un jour j'ai fait une planche sur Pokémon Go, tu vois. D'accord. Voilà, ça m'avait interpellé ce phénomène-là et j'avais dit ce que j'en pensais lors d'une tenue en loge. Voilà. Parce qu'un rassemblement de loge s'appelle une tenue. Et puis après, donc il y a un cérémonial pour prendre la parole, pour exposer un sujet. Et en fait, en général, on expose un sujet et puis après, il y a le débat sur le sujet qu'on a exposé. J'imagine que c'est des débats qui sont quand même organisés, entre guillemets. Est-ce que la discipline vient du coup de la personne qui s'occupe de lancer ce sujet, ou est-ce que on est tous dans un espace où tout le monde sait qu'il doit être discipliné et personne ne se coupe la parole? Et est-ce qu'il y a des choses comme ça? Est-ce qu'il y a un bâton de parole? Comment ça s'articule? On a une triangulation de la parole. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle triangulation. Donc, si tu veux, si tu es assis l'un en face de l'autre, ça ressemble les dispositions d'une loge au Parlement en anglais, hein, d'ailleurs. Si le Parlement anglais est comme ça, c'est qu'il a repris des choses de la franc-maçonnerie. Si tu veux, donc on se voit les uns les autres. Donc, si on veut prendre la parole, alors on va taper dans les mains, on va attendre qu'un des surveillants de colonne demande la parole pour nous au vénérable maître. Le vénérable maître va lui dire, très cher surveillant, tu peux lui donner la parole. Le surveillant va nous donner la parole et seulement à ce moment-là, on peut prendre la parole. D'accord. Donc déjà, on ne la prend pas facilement. Oui. Voilà. En plus, quand on prend la parole, on ne peut pas regarder n'importe qui, on doit regarder exclusivement le vénérable maître. D'accord. Parce que ça évite aussi les tensions, les problèmes, s'il y a un sujet qui nous fâche un peu, parce que les francs-maçons peuvent être en désaccord aussi, hein, ça arrive. Voilà, ça permet de voir. En plus, sur un même sujet, on est censé pas prendre plus de 3 fois la parole. D'accord. Donc, voilà. Donc, et puis, il faut être assez concis et puis pouvoir proposer. L'idée, c'est pas de convaincre. L'idée, c'est d'écouter, de proposer, de construire et d'avoir des points de vue différents. Voilà. Et si on veut revenir sur une chose qu'on a entendue et qu'on veut en débattre après la tenue, on pourra. Mais du coup, on est dans un espace tout à fait particulier. On va prendre la parole de manière tout à fait particulière et du coup, on va s'écouter. On va aller jusqu'au bout d'un raisonnement. On va aller, même si on n'est pas en accord, on écoute. Et puis, on déroule comme ça le fil et c'est là tout l'intérêt de cette prise de parole. Et ça permet d'être serein, ça permet de ne pas être coupé, ça permet d'écouter aussi le bout d'un propos, même si il est dissonant dans nos oreilles. Oui, exactement. Voilà. Et de pouvoir cheminer. Tout à fait. Est-ce qu'on a une sorte... est-ce que l'aboutissement qu'on peut espérer, entre guillemets, de ce type de discussion et d'échange est un aboutissement concret du type, pour des loges peut-être plus influentes, je parle vraiment en novice, hein, donc à tout moment tu me dis que je raconte n'importe quoi, mais est-ce qu'on a un aboutissement qui peut être celui de, je ne sais pas, d'avoir une action sur des lois peut-être, ou de faire des propositions, ou de faire des propositions d'amélioration, ou est-ce que c'est purement un épanouissement personnel qui est recherché et une ouverture d'esprit sur des sujets divers et variés? L'histoire de la franc-maçonnerie nous montre à quel point la franc-maçonnerie, dans l'histoire, a influencé des lois, et on a les mêmes, et notamment sous la Troisième République. Il pouvait avoir des législatures de francs-maçons où il y avait un tiers de francs-maçons dans l'Assemblée nationale en France. Ça a pu arriver. Mais pourquoi? Et quelles lois? Alors, quelques exemples de lois. La loi sur la liberté de la presse, la loi sur la sécurité sociale, on en a parlé un petit peu, mais ça a été devenu en loi comme ça, avec toutes les secours mutuels qu'il y a eu entre-temps. On a pu avoir des lois comme la laïcité, loi du 9 décembre 1905, portant séparation des églises et de l'État. On a eu la loi 1901, la loi d'autorisation des associations, voilà, liberté associative en France. On a eu le Code du travail, l'abolition de l'esclavage en 1848 par le frère Victor Schœlcher. J'en passe, et des tonnes. Et effectivement, à une époque,
des lois pouvaient être rédigées dans les loges. Mmh. Donc, c'est ça qui est important. Mais il faut se remettre dans le contexte. Oui, À l'époque, on n'avait pas de liberté associative avant 1901. oui, bien Donc, sûr. où se faisait le débat d'idées? Où on pouvait, il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas de tout ça. Et Mmh. bien, ça se faisait dans les loges. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a eu cet engouement et que, bien sûr, la franc-maçonnerie a contribué à la création et au développement de la République. Oui. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, maintenant, on a plein d'associations, on a plein de partis politiques, il n'y a que l'embarras du choix. Donc, Mmh. la franc-maçonnerie aujourd'hui peut être consultée sur différentes lois, sur la bioéthique, sur le développement durable, ou très récemment là, sur la loi renforcement des principes républicains, Mmh. mais ils sont consultés au même titre que d'autres associations, d'autres partis Ouais. politiques, d'autres syndicats. Mmh. Oui, aussi le syndicalisme aussi qui a été porté par la franc-maçonnerie. Mmh. Enfin, voilà, c'est pas du tout exclusif et il n'y a plus cette courroie de transmission directe Oui. entre ce qui se passe en loge et les lois qui peuvent être faites. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut travailler bien sûr là-dessus et on peut travailler aussi sur des sujets symboliques et travailler sur soi-même et s'améliorer et se construire soi-même. Et ça, c'est aussi essentiel et ô combien important. Mmh. Dans le cadre Voilà. d'une consultation, du coup, pour des éléments législatifs ou autres, on considère un peu la maçonnerie comme une sorte d'incubateur de réflexion, peut-être? C'est plus ce type-là Tout de à fait. ouais. Tout à fait, tout à fait. Ça peut être tout à fait le cas. Et les grandes obédiences sont régulièrement consultées Mmh. sur des choses comme ça. Voilà. Voilà, sur la laïcité, qui est un des creusets Mmh. de la franc-maçonnerie qui a été porté. Ben, forcément, la liberté de conscience, c'est ô combien important. Je parle bien de la maçonnerie française, à ce niveau-là. Mmh. Effectivement, c'est ô combien essentiel et ô combien constructeur de la République. Et c'est Ouais. aussi pour ça qu'il y a cette vigilance-là. Voilà, Mmh. c'est pour ça que ça vient de partout. Voilà. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi déconstruire tout ça et pas se dire, oh là là, le pouvoir et la politique, quand on est franc-maçon, on va avoir accès à la politique. Pas du tout. Ça enlève rien. C'est pas... et parfois, même quand on sait qu'on est maçon et politique, oh là là, ça Mmh. peut créer des problèmes pour certains. Donc, Ouais. bon, il faut être très, très tranquille là-dessus et se dire qu'effectivement, sous la Troisième République, c'était comme ça. Entre-temps, on en a eu deux de plus de républiques. Donc, Effectivement. voilà. Tu parlais tout à l'heure d'obédience, du coup, le fait d'avoir des obédiences qui s'occupent, entre guillemets, plus de sujets symboliques, et cetera. Comment est-ce qu'on fait le choix d'entrer dans une obédience particulière? Quels sont les critères quand on veut faire une candidature spontanée? Moi, je pense qu'il faut se poser déjà des questions, dans le sens, déjà, est-ce que je veux travailler dans une obédience qui est monogenre Mmh. ou qui accepte les La femmes et les pluralité. hommes? Mmh. Voilà, la pluralité des genres. Voilà. Donc ça, c'est un premier tamis, parce qu'il y a des obédiences qui vont être uniquement masculines, des obédiences qui vont être uniquement féminines, des obédiences qui Mmh. vont être mixtes, et Mmh. des obédiences où il y a des loges masculines, des loges mixtes. Voilà. Bon, il Mmh. y a un petit peu là-dessus. Donc déjà, il faut se poser cette question-là, où j'ai plutôt envie d'aller. Mmh. La question aussi de la croyance en Dieu. Parce que je disais à l'époque, pour être Oui. en franc-maçonnerie, il faut absolument croire en Dieu. Mmh. Bon, aujourd'hui, ça a évolué. Mais il y a des obédiences où il faut toujours être obligé de croire en Dieu. C'est le Mmh. cas de la Grande Loge nationale française, où il faut être un homme et croire en Dieu. Il y a des obédiences qui ne faut pas croire en Dieu, mais il faut accepter un principe créateur quelconque, et on l'appelle Mmh. comme on veut. Certains vont l'appeler grand architecte de l'univers. Donc, Mmh. il faut avoir se référer à un grand architecte de l'univers. D'accord. Voilà. Voilà. Et puis d'autres obédiences où il n'y a pas besoin, enfin, on s'en moque. Enfin, chacun est libre de croire ou de ne pas y croire, et on ne va même Mmh. pas se référer à un grand architecte de l'univers. Donc, Mmh. voilà. Donc, il faut se poser aussi cette question-là. Vers quoi? Puis la troisième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je veux travailler exclusivement des sujets symboliques? Est-ce que je veux travailler exclusivement des sujets sociétaux? Ou est-ce que je veux travailler un mix des deux? Mmh. D'accord. Voilà. Voilà. Et je pense que c'est déjà trois bonnes questions à se poser avant de rentrer dans cette démarche-là. Bien sûr, j'invite tout le monde à venir visiter le musée de la franc-maçonnerie parce que ça permet de comprendre un peu plus, d'aller Mmh. au-delà et puis de pouvoir après se dire tiens, est-ce que je veux rentrer ou pas dans cette démarche-là? Mmh. Parce que c'est une démarche qui est quand même exigeante dans le sens où il faut être assidu en loge. La Oui. loge se réunit 2 fois par mois en Mmh. moyenne, et ben, il faut être là. Et si on n'est pas là, il faut avoir une bonne raison, du genre, si on est pris par l'univers professionnel, l'univers familial, si on est malade, c'est possible, hein, ça Mmh. arrive, mais il faut se faire excuser.
il faut se Mmh. faire excuser à chaque fois. Donc, faut bien penser à ça, quoi. Donc ça, c'est du coup le devoir d'assiduité, je crois, qui est un des devoirs maçonniques? Oui, 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 je pense qu'il est ô combien essentiel ce devoir d'assiduité parce que on n'est pas franc-maçon en dehors de sa loge si on n'y fréquente pas régulièrement son atelier. Mmh. Voilà, atelier, loge, voilà, ça veut dire la même chose hein, à un autre niveau, hein. OK. Donc, voilà. Donc, effectivement, il faut fréquenter sa loge régulièrement, sinon, bah, on... On perd le moi, je sens pense pas que du ça travail. existe. Oui, certains vont se définir parfois comme maçons sans tablier parce qu'ils font plein de choses. Mmh. Je pense que c'est difficilement vérifiable et même s'il peut y avoir des gens très bien qui font plein de trucs à l'extérieur, Mmh. un maçon, ça a son tablier, sinon ça l'est pas trop, quoi, je pense. Non, mais c'est super. C'est mon opinion en tout cas. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme devoirs maçonniques, qui nous sont demandés quand on s'engage? On ne doit pas révéler Oui. les éléments de rituel à tout le monde. Mmh. C'est un peu un secret de polichinelle, hein. Mmh. On va se le dire quand même parce que je vous ai dit que déjà il y avait des divulgations déjà depuis Ouais. quasiment les origines de la franc-maçonnerie et il y en a eu des tonnes dans les siècles qui sont passés. Et puis maintenant sur Internet et tout, enfin, on peut largement trouver tous les rituels comme on veut, Mmh. de quelque façon. Mais on est sur un principe initiatique en franc-maçonnerie. Mmh. Donc, si on dévoile tout au début, c'est pas très intéressant. Mmh. Voilà. On est dans une démarche qui se veut ésotérique. Mmh. Alors là, Dorian, je vais te poser une question. Euh, c'est quoi le contraire du mot ésotérique? C'est difficile parce que de but en blanc, on serait tenté de dire concret ou quelque chose comme ça, mais du coup, c'est plutôt Ouais. l'opposition d'abstrait. Hem, c'est vrai que je saurais pas trouver l'antonyme. Alors, je vais te le donner. Le contraire du mot ésotérique, c'est le mot exotérique. OK. Voilà, elle était bien avancée là maintenant. Alors j'attends la Qu'est-ce que suite veut là. dire qu'est-ce que veut dire exotérique? Ouais. Exotérique, quand on prend un savoir exotérique, c'est un savoir qui est accessible à tous. D'accord. Par exemple, 2 plus 2 égale 4, c'est un Mmh. savoir qui vient des mathématiques, c'est un savoir exotérique. Tout le monde peut Mmh. l'apprendre partout. Mmh. Un savoir ésotérique, à l'inverse, ça Mmh. s'apprend entre initiés, en D'accord. petits groupes. OK. Voilà. Donc, c'est ça, cette chose-là. Comme on est dans une démarche du coup ésotérique, donc rien de magique, hein, je Mmh. rassure tes auditeurs à ce niveau-là. On va y venir un petit peu plus tard, mais Voilà. Donc, rien de magique, mais du coup, cette démarche, on va apprendre dans une société initiatique des choses au fur et à mesure. On va découvrir des nouveaux symboles, on va découvrir des nouvelles façons de faire, de se mouvoir, de sa posture dans sa loge. Au fur et à mesure des grades qu'on avance, on va découvrir des éléments d'histoire légendaires. Là, pour le coup, on est vraiment dans la légende. Mmh. On va découvrir des légendes au fur et à mesure de son évolution en franc-maçonnerie. Et c'est ça tout l'intérêt. Donc, Mmh. euh, donc voilà, donc dire, c'est ça finalement ce secret qu'on ne veut pas révéler à d'autres, parce que dire, avoir ce plaisir de pouvoir découvrir ça à son grade à un moment donné, pour pouvoir se questionner, réfléchir sur les éléments qu'on va rencontrer, pour pouvoir progresser avec. Mmh. Voilà, c'est ça où on peut dire que tout est symbole. Ouais. Oui, justement. Et on a cette phrase qui revient souvent: «Merci pour le lancement». Ah La ouais. phrase, entre guillemets, un petit peu, légendaire de la franc-maçonnerie, pardon, qui est: «Ici, tout est symbole». Du coup, elle est expliquée comme ça. C'est une des définitions que je veux en donner, effectivement, que Ouais. tout est symbole, c'est qu'on va découvrir des choses comme ça au fur et à mesure, des symboles qu'on va pouvoir interpréter d'une multitude de façons, Mmh. et qu'on est bien dans un univers symbolique. D'ailleurs, est-ce que tu sais le contraire du mot symbolique? Alors écoute, mes cours de français doivent être vraiment très lointains. Non, mais c'est pas grave, hein, Écoute. Dorian, mais le contraire du mot symbolique, c'est diabolique. C'est D'accord. rigolo, hein, de se dire. Ouais. Parce que symbolique, c'est qui associe, alors que diabolique, c'est qui sépare. Mmh, Une d'accord. démarche symbolique, on en fait tous les jours, on fait des démarches symboliques. Ouais. Imagine, Dorian, imagine un cercle. Mmh mh. Imagine que ce cercle est rouge. Et Mmh. imagine que au milieu de ce cercle rouge, il y a une ligne blanche à l'horizontale. À quoi tu penses? Un panneau Ça te fait stop. penser à quoi? À une Panneau stop. Ah ben interdiction. non, c'est pas un panneau de stop, mais il y a un sens interdit par Un sens contre. interdit, oui. Effectivement. Mais comment tu sais que c'est un sens interdit? Parce que je l'ai appris. Eh oui, et tu l'as Ouais. appris dans quoi? Bah, dans le code de la route.
Et bien, dans le code de la route, effectivement, c'est grâce au code de la route que Ouais. tu sais que ce panneau a un sens interdit. Donc, tu fais du symbolisme. Tu interprètes Mhm. ce symbole par le code de la route. Mhm. Imagine maintenant, tu as un extraterrestre qui débarque sur la planète et qui Ouais. découvre ce panneau. Il ne va pas savoir que c'est un sens interdit. Il n'en a Parce que pas la ces codification. référentiels, oui, voilà, ces référentiels sont complètement différents des nôtres. Mm. Exactement. Et en maçonnerie, bah, c'est pareil. Tu vas découvrir des symboles que tu vas pouvoir interpréter au fur et à mesure de ton évolution, au fur et à mesure de ta connaissance, au fur et à mesure de tes propres interprétations. La différence avec le sens interdit, c'est que le sens interdit, il n'a qu'un sens. Tu ne dois pas Mm. passer. Alors que les autres symboles ont une multiplicité de sens. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. C'est pour ça qu'on est vraiment dans l'inverse des démarches diaboliques qui seraient de séparer les choses. Nous, on est dans une démarche symbolique qu'on va associer à plein de définitions, plein de propositions diverses et variées. Donc, Voilà. Mais on le n'est pas symbolisme n'est spécialement. pas. Excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Je te disais juste le symbolisme n'est pas exclusif de la pratique maçonnique. C'est ça Mm. que je voulais te dire. Bien sûr. On n'est pas du coup dans une recherche de vérité, on est dans une recherche de réflexion et justement de un symbole, qu'est-ce qu'il peut délivrer comme impression selon nos référentiels personnels, nos expériences passées, ce à quoi on va, ce avec quoi on va construire notre réflexion pour arriver à se dire que ce symbole est tel pour nous. Est-ce que c'est pas une forme de vérité que cette recherche-là? Alors Et de est-ce que vérité absolue, c'est celle-ci dont je mais oui, parlais. mais voilà, tu vois, est-ce qu'il y a-t-il une vérité absolue ou il y a plutôt des vérités? Je suis convaincue que c'est Peut-être ça, ouais. est-ce que c'est pas, tu vois, est-ce que c'est pas l'enrichissement, les multiples visions des uns et des autres qui vont nous permettre de découvrir différentes vérités aux uns et Mhm. aux autres et nous enrichir de ça? Et donc, il est peut-être là l'intérêt de la franc-maçonnerie, c'est d'écouter, de trouver, de se questionner, de comprendre ce que dit l'autre dans son schéma personnel actuel et qui va nous permettre de nous enrichir et de Mhm. nous construire. Voilà, j'aurais envie de dire que c'est peut-être un petit peu ça. Mhm. Oui, je comprends bien. Hum. Un élément aussi duquel tu m'as parlé, quand on a préparé un petit peu de ce podcast, c'est, la démarche de candidature et du coup la première cérémonie qui est très, fantasmée, j'ai envie de dire, avec, bon, une multitude de choses qui peuvent intervenir dans ces fantasmes-là. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ce qu'est notamment la cérémonie du passage sous le bandeau? C'est bien ça? Oui, bien sûr. OK. Bah, déjà, c'est imaginez que vous voulez candidater en franc-maçonnerie. Mmh. Donc, soit vous connaissez un franc-maçon vous faites la cooptation, soit vous faites une candidature spontanée à l'obédience de votre choix. Mmh. Donc, vous allez rencontrer le vénérable maître qui va Mmh. recevoir votre lettre de candidature et votre CV éventuellement, Mmh. et il va dire tiens, bon, il vous rencontre et vous dire bon, bah, il va falloir se déclarer, faire la candidature, il va falloir faire le dossier de candidature. Mmh. Donc, pour faire le dossier de candidature, il faut quoi? Bah, il faut des photos, il faut remplir un formulaire, il faut un extrait de casier judiciaire vierge. Ah, D'accord. original. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'on cherche à avoir des gens qui soient libres et de bonne mœurs. Mmh. Donc, si tu es un serial killer, il y a peu de chances que tu arrives en franc-maçonnerie. Mais bon, voilà. Et puis, on va exclure de fait aussi des gens qui n'auraient pas des idées de tolérance, Mmh. comme l'extrême droite. Tu vois, D'accord. si quelqu'un qui est issu d'extrême droite ne peut pas rentrer en franc-maçonnerie. Voilà. Mmh. Et si malgré tout il y rentre et qu'on le découvre, il sera exclu dans la franc-maçonnerie. D'accord. C'est incompatible. C'est incompatible. Donc, on fait un petit peu ces démarches-là. Mmh. On fait son dossier de candidature. Et puis, le vénérable maître va nommer 3 enquêteurs de la loge. Ce n'est pas des D'accord. enquêteurs qui vont te faire une enquête de police, hein, je te rassure. Il faut savoir. Personne va Dorian, taper à ma porte à 6 heures du matin, tu veux dire? bah non, surtout qu'en plus, tu fais des podcasts de nuit. Donc, Voilà. ils ne vont pas venir, ils vont pas venir en la nuit pour venir t'embêter à vérifier à quelle heure tu te réveilles, à quelle Et heure tu avec prends qui ton petit j'enregistre? et avec qui tu enregistres. Non, 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 surtout pas. Non, ils vont prendre rendez-vous avec toi. Mmh. Et alors, ça peut être chez l'un, chez l'autre, ça peut être dans un café, ça peut être dans différents endroits. Mmh. Et puis, faire connaissance. Voilà. Tiens. Et alors, le premier, en général, va plutôt te poser des questions. Ta vie, ton œuvre, qu'est-ce que tu as fait jusque-là? Pourquoi tu as envie d'y rentrer? Qu'est-ce qui t'apporte? Mmh. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu penses y apporter à la franc-maçonnerie? Tout ça. Bon. Le deuxième va plutôt te poser des questions d'ordre sociétal. Est-ce qu'il y a pas, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de la laïcité? Qu'est-ce que tu penses de Mmh. la peine de mort? Qu'est-ce que tu penses de plein de choses? Bon,
Le troisième va plutôt te poser des questions d'ordre spirituel. Est-ce Mhm. que tu as une religion ou pas? Ou qu'est-ce que c'est pour toi la morale? Ou tout ça. D'accord. Bon, ça, je te dis, c'est une généralité, hein. Ça peut évoluer de loge, d'obédience et tout ça. Je Mhm. te fais un grand schéma facile, mais bien sûr, tout ça peut être Modulable. différencié. Voilà, et modulable à l'envie. Mhm. Et puis après, les enquêteurs vont faire un rapport d'enquête. Et ce D'accord. rapport d'enquête va être justement lu pendant ton passage sous le bandeau. Alors, Mhm. juste avant que tu passes sous le bandeau, on les aura lus, et on va te mettre un bandeau sur les yeux. Ouais. On va mettre une chaise au milieu du temple. On va t'introduire comme ça dans le temple. On va t'asseoir sur la chaise. Voilà. Et on va te poser plein de questions. Mhm. Et ça peut être n'importe quoi comme question. Ça peut être ah bah j'ai pas bien compris ce rapport d'enquête. Est-ce que tu peux être plus précis ou Mhm. plus précise? Ça peut être qu'est-ce que c'est pour toi la morale? Mhm. Ça peut être des questions comme ça. Ça peut être des questions tiens, il y a eu ce fait d'actualité, quel est ton sentiment par rapport à ça? Ça peut être quel est ton plat préféré? Mhm. J'ai déjà vu. Ça peut être n'importe Mhm. quoi comme question. Voilà. Donc, bah, tu réponds au mieux de ce que tu peux, de ce que tu tentes, ce que tu poses. Des fois, tu as le droit de dire aussi que tu ne sais pas si tu ne sais pas. Mhm. Parce que les maçons, ils vont essayer de voir un petit peu la cohérence en toi, l'envie ou pas que tu as, la capacité de te remettre en question ou pas. Mhm. Voilà. Et essayer de te comprendre et de faire connaissance un D'accord. petit peu comme ça. Et voir que tu n'es pas une dangereuse d'extrême droite serial killer. Camouflé, Parce ouais. que exactement. Ok. Voilà. Et puis bah, après, on t'en dit au revoir. Tu as toujours le Mhm. bandeau sous les yeux. Tu rentres Mhm. chez toi, on t'a enlevé le bandeau quand même quand tu es sorti du temple. Et C'est puis sympa. les maçons vont voter, voilà, ouais, c'est clair. Et les maçons vont voter avec des boules noires et des boules blanches Mhm. pour savoir si tu acceptes ou pas parmi eux. D'accord. Si tu as un nombre très important de boules blanches, tout va bien. Tu vas pouvoir être accepté et tu seras reconvoqué plus tard pour ta cérémonie d'initiation en franc-maçonnerie. Mhm. Mais si le nombre de boules noires est trop important, tu seras blackboulé. D'accord. Et voilà, encore une expression maçonnique Ouais. rentrée dans le langage. Voilà. Ça veut dire que tu es ajourné. Ça Mhm. veut dire que tu dois tout recommencer à zéro. Donc la candidature, les Mhm. enquêtes, les rencontres avec le vénérable, tout ça. Et chaque étape peut durer des mois ou des années aussi. Ça va Mhm. dépendre aussi, s'il y a une crise de la Covid-19 et que tu es confiné, forcément, Par ça va exemple. prendre un peu de temps. Voilà, par exemple. Ou s'il y a d'autres candidats dans la même loge, faut auditionner les autres. Voilà, bon, Mhm. ça peut prendre du temps. Voilà. Mais tu as le droit à 3 chances dans ta vie. Si au bout de la 3e fois, tu es blackboulé, là, par contre, tu ne pourras pas devenir franc-maçon. Voilà. D'accord. Mais bon. Oui, parce Donc, qu'on je suis quand estime même. que tu as suffisamment tenté ta chance. Voilà, donc c'est ça. Si tu veux, c'est un petit peu ce logique-là. Alors, tu me posais la question tout à l'heure sur les valeurs. Donc, si Mhm. tu veux, je peux te donner, je peux te réciter l'article 1er de la Constitution du Grand Orient de France, c'est Je l'obédience dans t'écoute. laquelle je suis. Ça Mhm. va te donner un petit peu des réponses sur les valeurs. Alors, la franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. Mhm. Elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Elle a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience. Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres, Mhm. elle se refuse à toute affirmation dogmatique. Elle attache une importance fondamentale à la laïcité et elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. D'accord. Voilà. Effectivement, ça nous raconte bien toutes les valeurs qui sont exprimées. Entre autres, après, tu peux avoir d'autres obédiences qui ont des choses plus ou moins similaires, avec Mm. quelques distinctions éventuellement. Voilà, mais c'est une belle. Pourquoi je te parle beaucoup du Grand Orient de France? Bon, bien sûr, parce que j'y suis déjà, c'est plus facile pour moi de parler de quelque chose que Ouais, je bien connais sûr. bien. Mais c'est aussi parce que c'est la plus ancienne obédience de France, c'est la Mhm. plus grosse aussi, avec 53 000 frères et sœurs dans l'obédience. Mhm. Donc voilà, et c'est une obédience qui est multirite aussi, où il y a plein de façons de travailler, avec des loges mixtes, avec des loges masculines. Donc il y a un peu de tout ça, quoi. Mm. Donc c'est assez représentatif de ce que peut être aussi la franc-maçonnerie dans notre pays. Oui, ok. Par rapport du coup à l'idée de la candidature, etc., enfin, en tout cas, j'ai beaucoup entendu dire des sortes de vulgarisation un peu comme ça de ce qu'était la maçonnerie,
on a des difficultés souvent à t'accepter en tant que franc-maçon si tu n'as rien à y apporter. Donc on dit qu'il y a souvent des professions soit très intellectuelles ou soit très scientifiques ou en tout cas des personnes assez haut placées qui y sont et qu'on privilégie entre guillemets ces personnes-là et que si tu es, ouvrier, manutentionnaire et cetera, tu auras beaucoup plus de difficultés à y entrer. Est-ce que déjà c'est une légende urbaine, complètement fausse ou est-ce qu'il y a un sens à ça si c'est vrai? Je vais te dire mon exemple, je suis dans la catégorie socio-professionnelle des employés. Donc Mmh. tu vois, je ne suis pas ouvrier, mais je ne suis pas non plus dans les plus hauts, Mmh. échelons des catégories socio-professionnelles. Donc déjà, rappeler que c'est ouvert à tout le monde. Mmh. Il faut avoir 18 ans, c'est Mmh. la limite. On ne Ouais. prend pas de mineurs, Mmh. mais si, sinon, on peut rentrer en maçonnerie et quel que soit son travail, quelle que soit son occupation. Alors, bien sûr, une fois qu'on a dit ça, il faut voir que, comme il y a beaucoup de cooptation, que ça Ouais. existe aussi. Bah, si un médecin, il connaît un autre médecin pour lui dire rentrer en franc-maçonnerie ou un Oui. avocat qui rentre en avocat, Mmh. on va avoir de Mmh. la reproduction sociale. Bon, cette Mmh. reproduction sociale, hélas, elle joue pas qu'en franc-maçonnerie, mais elle y joue aussi, Ouais. quoi. Mais faut pas se dire que parce que je suis ouvrier, je ne peux pas y être. Alors là, c'est une erreur. C'est Alors, plus on contextuel peut que prendre. volontaire. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Il faut vraiment. Il y a même des gens qui attendent la retraite avant d'être franc-maçon. Il y en a qui sont étudiants et qui commencent à 18 ans à être franc-maçon. Et c'est Mmh. très bien. J'ai envie de dire, chacun commence au moment où il veut le commencer. J'aurais tendance à dire, mais ça, c'est ma conception intime, hein, que plus on est jeune, plus c'est intéressant parce que ça aide à construire sa vie Mmh. sur le plan intellectuel, sur le plan raisonnement, sur ces démarches symboliques qui peuvent nous servir tout au long de la vie. Voilà, mais après, chacun voit midi à sa porte et Mmh. chacun doit candidater quand il se sent l'envie de candidater. Et s'il n'a pas envie de candidater, on peut très bien vivre aussi sans franc-maçonnerie, il n'y a pas de problème non plus. Ça fonctionne Voilà, aussi. donc voilà, c'est bien la différence avec une secte, si tu veux. Dans une secte, Oui. c'est très facile d'y rentrer pour en sortir, bonjour, parce qu'on t'a Mmh. bien lavé le cerveau, alors qu'en franc-maçonnerie, bon, tu as bien vu les difficultés pour y rentrer, hein, c'est Mmh. pas une démarche qui est exigeante aussi à ce niveau-là, mais c'est intéressant parce que du coup, on apprend la patience, on apprend à se poser des questions, on apprend à prendre son temps. Mmh. Et mais après, pour en sortir, c'est très facile, si on veut. On dit, on envoie sa lettre de démission, et puis au revoir monsieur, au Mmh. revoir madame, je vais faire autre chose de ma vie, et très bien, et pas de Mmh. problème, quoi. Voilà. Est-ce que Ne tu pas le faire, penses ça serait perdre que la liberté de conscience. oui, oui, pour le coup, ouais, OK. Est-ce que tu penses que la franc-maçonnerie, c'est une sorte d'objet filial? Est-ce que tu observes que dans les familles, on est souvent, franc-maçon de père en fils ou est-ce que c'est vraiment pas une tendance, surreprésentée? Ça existe, mais je ne peux pas dire que c'est surreprésenté, non. Mmh. Ça existe, voilà, j'en connais. Mais bon, moi, j'ai pas d'ancêtre connu à ma pour mon cas en tout cas, qui Ouais, était franc-maçon, heu, voilà. Donc, OK. c'est pas une obligation du tout, à ce niveau-là, quoi. Mmh. Est-ce que tu comprends? Alors j'imagine que tu les comprends, mais est-ce que tu sais, surtout d'où viennent toutes les théories du complot qui touchent la franc-maçonnerie? Alors, on peut en passer, des pires et des meilleurs, de la société Illuminati, de, de tout ce qui peut se passer dans les hautes loges et cetera. Est-ce que tu penses que ça vient uniquement de l'aspect, secret qui est, «stimulé» entre guillemets par la franc-maçonnerie? Est-ce que tu penses que ça vient d'autre chose? Alors je crois déjà que c'est très typiquement français à la base, que les théories du complot sur la franc-maçonnerie, parce que quand tu vas en Angleterre ou aux États-Unis, les temples sont vus au-dessus de tous, il y a pas de Mmh mh. problème. Les gens, financent des hôpitaux, et avec les compagnies d'équerre, tu peux les voir, tu Mmh. peux avoir sur leur carte de visite, ils disent qu'ils sont francs-maçons très librement et sans difficulté et personne ne va leur poser de questions là-dessus, Mmh mh. plus que ça. Donc déjà, c'est franco-français beaucoup, puis Mmh. après bon, ça s'exporte, mais c'est beaucoup franco-français. Alors, ça s'explique déjà par différents éléments d'histoire, hein. Il y a aussi l'antimaçonnisme existe depuis aussi vieux que la franc-maçonnerie, mais il y a quand même un élément dans l'histoire de la France qui est la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Il faut en dire deux mots quand même, parce que qu'est-ce qui se passe quand les nazis arrivent euh, euh, en place à Paris? Ils vont bien sûr occuper tous les centres de pouvoir, Mmh. mais tu sais comme moi que les nazis ils veulent développer la race aryenne, Mmh. et il y a une partie des nazis qui vont essayer de s'emparer de toutes les réflexions mystiques, magico-occultistes, et tout ce que tu veux. Ouais. Et la franc-maçonnerie va faire partie dedans,
on ne sait pas trop pourquoi, mais pourquoi pas. Voilà, pour essayer de trouver comment on va faire l'arien nouveau, l'homme. Donc, il y a une partie du nazisme qui va travailler là-dessus. Donc, les obédiences maçonniques vont se faire fermer, vont se faire occuper. Le 16 rue de la Cadet, où il y avait tous les temples vont être saccagés, sauf un. Voilà. La première loi que va mettre Pétain en place, avant même la loi anti-juif, c'est une loi anti-maçon. Voilà. Donc les maçons vont être déportés, attaqués, enfin ce que tu veux. Forcément, hein, les maçons, ça travaille sur la liberté de conscience. Alors, Oui, a priori, c'est pas trop leur sujet, ça. Ouais. Ah, non, liberté de conscience, non, on est une dictature, on n'en veut pas de liberté de conscience. Donc on va s'en prendre aux francs-maçons. C'est aussi la logique là. Donc voilà. Et donc du coup, les maçons vont se faire décimer pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, très clairement. Hein. Donc des lettres de dénonciation et tout ça, des maçons envoyés en camp aussi. Hein. On a un exemple au musée d'ailleurs d'un livret d'un camp de prisonniers près de Dachau, qui dépendait de Dachau d'ailleurs, où tu vois des maçons qui ont eu le courage, vu les circonstances, de faire quand même une loge, de faire une tenue de loge en camp de prisonniers, ce qui est assez remarquable, quoi. Donc, vu le dénuement dans lequel ils étaient, ils se sont dit, au moins moralement, là-dessus ils tiennent. Et si tu veux, voilà, donc on va avoir extrêmement des décimations. La maçonnerie n'a failli pas du tout se renaître à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc, d'accord. À ce point. Donc à ce niveau-là, tu vois, il y a même 2 maçons qui vont trahir la cause pour rejoindre les nazis, et rejoindre le régime de Vichy. Et je t'avais dit qu'au 16 rue Cadet, ils avaient saccagé tous les temples sauf. Et ce temple, si tu veux, ils ont fait exprès de ne pas le saccager parce qu'ils vont prendre les mesures de ce temple pour en faire des décors de cinéma, pour faire un film qui va s'appeler Force occulte. Et ce film, voilà, du coup, c'est des anciens maçons, donc ils connaissent un peu les rites initiatiques, donc il y a des choses qui sont pas mal encore d'actualité, même si c'est un peu romancé pour le film. Donc ça parle d'un député qui va se faire approcher pour se faire initier, il se fait initier, et puis après le film il part complètement dans des fantasmes. Alors bien sûr ils prennent des pans de l'Assemblée nationale, parce que comme ils avaient accès à l'Assemblée nationale, c'était facile de filmer à ce niveau-là. Et puis alors, après, le vénérable maître va lui demander la Légion d'honneur, et puis l'autre, c'est le juif avec au doigt crochu qui va lui dire « je vends de tout, et mets-moi en réseau ». Et puis il va avoir plein de faveurs, jusqu'à temps que dans le film, il dénonce tout ça, il dénonce la juiferie, la franc-maçonnerie, le parlementarisme, en disant que tout ça, c'est ça qui a causé la perte de la France. Voilà, donc... Et donc voilà, et c'est un film qui va circuler donc pendant toute cette Seconde Guerre mondiale, qui va circuler avec une exposition anti-maçonnique pendant toute cette Seconde Guerre mondiale également, pour dénoncer, et on va même publier dans les articles les noms des maçons dans les journaux pour les dénoncer également. Quoi. Ça va être... Et donc, si tu veux, encore ce film-là que j'ai parlé, tu le trouves très facilement sur YouTube, sur Internet, encore aujourd'hui, et que les complotistes vont s'emparer de tout ça aujourd'hui pour dire, regardez, les maçons, les Illuminati. Alors, les Illuminati, c'est encore autre chose, hein, c'est les Illuminés de Bavière, un groupe qui a disparu depuis des siècles, mais bon, c'est pas grave, on mélange tout, mais quand on n'a pas les éléments d'histoire... C'est facile, hein, voilà. Comme aujourd'hui, on peut voir les complotistes qui sont les platistes, qui essayent de prétendre que la Terre est plate sur Internet et qui financent par crowdfunding des fusées qui explosent avec eux dedans, et parfois ils meurent, ou alors elles partent jamais, ces fusées, et l'argent du crowdfunding a disparu dans leur caisse. Donc, c'est très étonnant. Étrange. Hein. Voilà, c'est avec des pétales, le complot d'ailleurs. Oui, c'est plutôt. Voilà. Et bon, voilà, donc il faut faire face à ces complots, il faut déconstruire, il faut démystifier, et c'est aussi pour ça que voilà, on a un musée, qu'on a des chaînes YouTube aujourd'hui, même des obédiences. Il y a plein de conférences publiques où n'importe qui, encore une fois, peut y aller. Il y a une bibliothèque où tout le monde peut aller. Et il n'y a pas besoin d'être maçon pour tout ça. Hein. On peut aller à ces moments-là aussi rencontrer des francs-maçons. Oui, ce sont des gens comme tout le monde, avec leurs travers et leurs avantages. Ils n'ont pas eu de peau de reptile, tu veux dire ? Et écoute, tu sais qu'on dit parfois qu'on sacrifie des vierges en franc-maçonnerie. Oui. Je vais te donner un scoop. On a arrêté de sacrifier des vierges, on est passé au Capricorne. Ah voilà, c'est mieux. Voilà, c'est pour la blague, bien sûr. Il n'y a pas de sacrifice humain, on n'a pas besoin de sang humain pour vivre, c'est pas vrai. Donc enlevons ces
C'est colifichets, ce genre de phrases qui vont pas me mal. me montrer si j'ai des auditeurs très premier degré ou pas. C'est parfait. J'ai hâte. Voilà, non mais il faut rire un peu d'humour. Il y a plein d'humour maçonnique qui existe aussi, Mmh. donc c'est sympa et puis il faut savoir en rigoler également, ça fait du bien un petit peu. Ouais, j'imagine. Est-ce que pour toi est-ce que tu dirais que la franc-maçonnerie a changé ta vie? Oui, oui, je le OK. dirais. Je dirais, parce que bon, moi j'ai une vie assez engagée dans le milieu associatif de manière générale. Mmh mh. Quand je suis tombé en franc-maçonnerie, alors moi il se trouve que je suis athée, bon, c'est Mmh. comme ça, hein. Mais j'ai développé depuis que je suis en franc-maçonnerie, une spiritualité, D'accord. qui était un mot qui était complètement étranger à moi, Mmh. heu, voilà et je développe une spiritualité d'athée. D'accord. Et ça, c'est intéressant de se dire que même, quand on est athée et qu'on n'a pas de croyance en des divinités, on peut développer une forme de spiritualité et ça me va bien et ça me correspond bien. C'est ce que ça m'a aidé et ça m'a aidé, à me construire. Bon, il se trouve que quand je suis devenu maçon, j'étais encore chez papa-maman, j'étais en CDD, j'avais pas encore le permis, et tout ça Mmh. et ça a fait des déclics dans mon cerveau de me dire: «Mais voilà», ça m'a fait progresser et bon, bah, j'ai eu le permis, j'ai eu mon appart, Ah ouais, j'ai eu un CDI, OK. voilà, parce que ça m'a, structuré, si tu veux, pour me dire: «Allez, je rentre dans le grand monde», si tu veux Mmh. et D'accord. je me jette à l'eau. Donc pour moi, oui, pour moi, je le dis, ça a changé ma vie. Pour Mmh. d'autres, ça aura changé sa vie autrement, Mmh. d'autres façons. J'ai découvert le symbolisme qui était totalement, mais totalement étranger, hein, tu sais? Quand Mmh. j'étais comme les autres, hein, quand on était en franc-maçonnerie, je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Je dis: «Ouais, j'espère que je suis pas dans une secte» et tout ça, hein, donc des questions qu'on peut entendre, là-dessus, donc voilà. Ouais. Puis, bah, bon, ça me plaît bien et puis je continue et passionne. Oui, c'est devenu une passion du coup pour toi? Pour moi, oui, pour moi, ouais, ouais, c'est quelque chose. C'est vrai que j'y investis pas mal de temps, Mmh. mais parce que ça me plaît et ça me permet de me développer, de me cultiver, ça me donne, et puis je suis à fond dans le combat laïcité aussi, donc ça me Mmh. correspond bien, parce que je pense qu'on a clairement besoin, de liberté de conscience quand on voit Samuel Paty, quand on voit Charlie Mmh. Hebdo, tout ça. Liberté de conscience, c'est ô combien essentiel et la laïcité, c'est la liberté de conscience, il faut toujours le rappeler. Ouais. C'est ça, hein, la loi du 9 décembre 1905, c'est première phrase du premier article: «La République assure la liberté de conscience, point». Mmh. Tout le reste, c'est développement. Tout le reste, Ouais. c'est développement. Voilà, on sépare l'Église et l'État pour assurer la liberté de conscience. Donc, d'abord, travaillons sur cette liberté de conscience et permettons, de devenir des citoyens émancipés, éclairés, qui peuvent, s'exprimer, correctement, dans les urnes et ailleurs, pour pouvoir, cultiver et développer la République. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Bon, alors si tu as encore envie de penser que la franc-maçonnerie brûle des vierges dans des temples aux dessins satanistes sur les murs, je... Bon. Je reconnais que la franc-maçonnerie n'est pas très certainement faite pour tout le monde, mais notre monde n'est pas aussi hollywoodien que ce qu'on lui prête, à mon sens. Ce qui me plaît dans cet échange, c'est que deux personnes qui n'ont pas le même quotidien, pas les mêmes passions, pas les mêmes manières de remplir leur temps libre, s'accordent sur une chose. La liberté de conscience doit rester le droit le plus absolu de l'humain. Jérémy fait des tenues dans des temples, je fais des podcasts dans mon studio, mais finalement on prône tous les deux la même chose, que la liberté de conscience soit respectée et acceptée par tous et pour tous. Alors que ce soit dans ton quotidien, dans ta vie quotidienne, dans ton travail, à chaque fois que tu as moyen de faire respecter cette liberté de conscience, fais-le. Bonne nuit. It ain't over. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not